Nous allons maintenant montrer la troisième loi de Kepler. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais considérer la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc le Soleil est ici, la Terre tourne autour du Soleil. On va considérer en classe de terminale que la trajectoire de la Terre autour du Soleil, on va considérer que c'est un cercle. En réalité, c'est une ellipse, mais c'est une ellipse dont le demi-grand axe et le demi-petit axe sont quasi identiques. Donc, on fait l'approximation suivante que la trajectoire de la Terre, excusez-moi, autour du Soleil est un cercle. Alors, l'objectif de cette démonstration est le suivant. Montrer que t carré sur a cube est une constante. Qu'est-ce que c'est que t carré? Qu'est-ce que c'est que t? T, c'est la période de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour faire un tour autour du Soleil. Dans la troisième loi de Kepler, A correspond au demi-grand axe. Donc, moi, ce que je vais souhaiter démontrer aujourd'hui, c'est non pas que t carré sur a au cube est une constante, mais t carré sur r au cube, dans ce cas-là, d'accord, r au cube est une constante puisque je considère que la trajectoire est un cercle. Donc nous allons démontrer cette troisième loi de Kepler. Pour cela, nous allons faire comme d'habitude, c'est-à-dire définir qui est le système. Le système ici est la Terre. Nous sommes dans le référentiel héliocentrique, d'accord, centré sur le centre du Soleil. Et nous allons faire le bilan des forces. Le bilan des forces qui s'exercent, donc quelles sont les forces qui s'exercent sur le système? Nous avons une première force qui est la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre, que je peux exprimer de la manière suivante, en disant que c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré. Attention, j'ai un vecteur ici, alors il va falloir que j'ai un vecteur là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter cette force. Cette force est bien une force attractive. Donc ça, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre. Cette force attractive est dirigée de la Terre vers le Soleil, donc selon un vecteur que je vais appeler UTS. Alors, si je regarde ça, je peux exprimer cette force dans la base de Fresnel. La base de Fresnel de tout à l'heure, comment est-ce que je vais la dessiner? Excusez-moi, je vais dessiner un petit vecteur t ici et un petit vecteur n ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la force est selon le vecteur petit n, donc l'expression suivante peut s'exprimer de la manière suivante: nt fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré fois le vecteur petit n. Donc j'ai ici une première force qui s'applique sur la Terre. Regardons s'il y a d'autres forces qui s'appliquent sur cette Terre. Alors, bien évidemment, la Terre n'est pas toute seule dans le système solaire. Il y a aussi les autres planètes qui exercent une force d'attraction gravitationnelle sur la Terre. Cependant, on pourrait faire le calcul, ces forces, on peut les considérer comme négligeables par rapport à la force exercée par le Soleil sur la Terre. Même chose, les éventuelles forces de frottement sont négligeables. Donc finalement, dans ce cas-là, quelle est l'unique force qui va être appliquée sur la Terre? La force d'interaction gravitationnelle que voilà. Si on continue notre démonstration et notre cheminement comme on a souvent en méca, qu'est-ce qu'on va appliquer? Eh bien, pour avoir le vecteur accélération, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, chose qu'on va faire maintenant, cette deuxième loi de Newton me dit que la somme des forces extérieures appliquées sur le système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, nous notons ça. La deuxième loi de Newton me dit que somme des forces, donc somme des forces, qu'est-ce que c'est ici? C'est uniquement la force exercée par le Soleil sur la Terre, est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. Alors ici, mon système est la Terre. La Terre
est un système qui a une masse mt, et cette masse mt est constante. Donc comme on a vu précédemment, le dp sur dt, lorsque la masse est constante, se résume à, donc c'est comme si je faisais d de mv par rapport au temps. La masse étant une constante, la dérivée de la masse est nulle. Donc finalement, donc ça c'est bien la masse de la Terre, excusez-moi. Donc finalement, ça va se résumer à mt dv sur dt, dv sur dt étant l'accélération. Donc, vu que la masse de la Terre est constante, la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps revient à être écrit par la masse fois l'accélération. Donc maintenant que j'ai fait ça, ma deuxième loi de Newton se résume à quoi si je prends l'expression de la force exercée par le Soleil sur la Terre? On va dire que la force exercée par le Soleil sur la Terre, ça va être la masse de la Terre fois l'accélération. C'est ce que vient de me dire la deuxième loi de Newton. Donc si je continue, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé la force exercée par le Soleil sur la Terre en disant que c'était grand G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré fois le vecteur petit m de la base de Freinet, et ça c'est mt fois l'accélération. Quand on regarde cette relation, on peut simplifier par la masse de la Terre de chaque côté. Donc qu'est-ce que je viens de déterminer? Je viens de déterminer que l'accélération de la Terre, c'était grand G fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré fois le vecteur petit n. Qu'est-ce que me montre cette relation? Cette relation qui me donne l'accélération de la Terre me dit que l'accélération de la Terre est reliée au vecteur petit n, c'est-à-dire que l'accélération de la Terre est uniquement selon le vecteur petit n. Et qu'est-ce que je vois? Que la norme de l'accélération est indépendante de la masse de la Terre. Ça veut donc dire quoi? Ça, c'est indépendante de la masse du système. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si je mets un autre objet à cet endroit-là, pas la Terre, un objet d'une autre masse, il aura exactement la même accélération que la Terre. Alors, revenons à ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de montrer cette fameuse troisième loi de Kepler. Cette troisième loi de Kepler, qu'est-ce qui intervient à l'intérieur? T carré, la T étant la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a une accélération et on a le vecteur petit n qui correspond au vecteur de la base de Freinet. On sait décomposer le vecteur accélération selon les vecteurs de la base de Freinet. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors j'efface. On a montré tout à l'heure que l'accélération pouvait s'écrire sous la forme AT selon T plus AN selon le vecteur petit n. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Je viens de montrer il y a 2 minutes que l'accélération c'était grand G fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré fois le vecteur petit n. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? J'ai deux expressions de la même grandeur qui est l'accélération. Qu'est-ce que je vais donc pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir faire une identification, c'est-à-dire que A, je peux dire que ça a une composante selon N, et puis je peux rajouter que ça n'a rien du tout selon le vecteur T. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire de ça? L'accélération selon T, elle est ici, mais elle est aussi ici. Que vaut donc l'accélération selon T? L'accélération selon T, je peux dire qu'elle vaut 0. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Selon n, l'accélération s'appelle AN. L'accélération AN, par identification, ça va être ce que je viens d'écrire en rouge. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Que l'accélération selon n, c'est grand G, masse du Soleil, sur la distance Terre-Soleil au carré. Alors là, normalement, vous devez voir ce que je veux faire maintenant. L'accélération selon t, on connaît son expression. Expression que je vous ai demandé d'admettre. Et l'accélération selon n aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire
on sait que AT, c'est dv sur dt. Et je sais quoi? Que AN, c'est v carré sur r rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire ici étant la distance Terre-Soleil. Donc normalement, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire que l'accélération tangentielle, elle vaut 0, mais elle vaut aussi ça. L'accélération normale, elle vaut gms sur dts au carré, mais elle vaut aussi ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon prochain tableau? Je vais dire que ça, c'est égal à ça, et ça, c'est égal à ça. C'est parti! Alors, si je m'intéresse à l'accélération tangentielle, d'accord? Ce qui se passe selon le vecteur t. L'accélération tangentielle. Qu'est-ce que je peux dire? On vient de montrer au tableau précédent que AT valait 0 et que AT vaut aussi dv sur dt. Conclusion des événements, je peux écrire que dv sur dt égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut donc dire que la norme du vecteur vitesse a pour dérivée 0. Une autre façon de dire les choses, ça veut dire que la norme du vecteur vitesse est constante. Qu'est-ce que je peux en déduire d'un point de vue physique? Je viens donc de montrer que le mouvement de la Terre, alors, était comment? Circulaire, ça on le savait déjà, mais qu'est-ce qu'il est? Il est en plus circulaire, comment? Uniforme, puisque je viens de montrer que la vitesse était constante. Donc, l'accélération tangentielle me permet de dire ça. Maintenant, je vais regarder ce que va me permettre d'écrire l'accélération normale, c'est-à-dire selon le vecteur petit n. Alors, j'y vais. L'accélération normale, c'est-à-dire selon le vecteur petit n, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? On vient de dire, il y a 3 minutes, que l'accélération normale, c'était g fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit aussi que l'accélération selon n, c'était v carré sur le rayon du cercle étant la distance Terre-Soleil ici. Je peux donc dire que cette relation et celle-ci sont égales et écrire la relation suivante. Gms sur dts au carré, c'est la même chose que v carré sur dts. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que je peux dire? Je vais pouvoir en déduire quelle est la valeur de la vitesse, de la norme de la vitesse de la Terre autour du Soleil. Quand on regarde la relation qui est là, on voit qu'il y a du dts au carré et du dts. Donc je vais pouvoir simplifier par, excusez-moi, dts, et ma relation, qui est celle-ci, va devenir la relation suivante, gms sur dts, qui va être égale à v carré. Une autre façon d'écrire les choses, c'est que la vitesse de la Terre autour du Soleil, ça va être la racine carrée de ça, c'est-à-dire gms sur la distance Terre-Soleil. Qu'est-ce que je viens de montrer ici grâce à l'accélération normale? Je suis capable de calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil, donc la norme de cette vitesse. Cette norme de vitesse est indépendante de la masse de la Terre. Alors là, vous devez vous demander, en vous disant, bon, d'accord, on n'a toujours pas démontré la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler fait intervenir une nouvelle grandeur qui était la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors là, on a presque terminé. Pourquoi est-ce qu'on a presque terminé? Si on connaît la vitesse en norme de la Terre autour du Soleil et qu'on sait que la Terre a un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante en norme, on est peut-être capable de faire le lien entre la période de révolution de la Terre autour du Soleil et cette vitesse-là. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je rappelle mes notations. T,
c'est la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Période de révolution de la Terre autour du Soleil. Bien. Une autre façon de dire les choses, c'est que T, c'est quoi? C'est le temps pour que la Terre fasse un tour entier. D'accord? La durée pour que la Terre fasse un tour entier. Donc ça, je vais l'écrire, c'est la durée pour faire un tour. Ok. Bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Est-ce qu'on ne peut pas écrire un lien simple entre la vitesse de la Terre et cette durée-là? Je vous rappelle que la vitesse, c'est la distance parcourue pendant une certaine durée. Question, quelle est la distance parcourue par la Terre pendant la durée grand T? Eh bien, c'est cette distance-là, c'est-à-dire un tour complet. Qu'est-ce que c'est qu'un tour complet? Un tour complet, ça va être 2π fois R étant le rayon du cercle. Le rayon du cercle ici étant ce que j'ai appelé dans toute ma démonstration, la distance Terre-Soleil. Qu'est-ce que vous voyez ici? V, on le connaît, on a démontré sa relation dans le tableau précédent. Distance Terre-Soleil, on connaît, et grand T, c'est ce qu'on cherche. Donc on va arriver à avoir une relation entre T et les différents paramètres. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je viens de montrer que V, c'était 2π fois la distance Terre-Soleil sur T. Et j'ai montré que V, c'était racine de G fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil. Qu'est-ce que je peux donc écrire? Je peux égaler ces deux relations et je vais donc pouvoir écrire que racine de G fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil, c'est la même chose que 2π fois la distance Terre-Soleil sur T. Bien. Donc là, il faut que j'arrive à trouver une relation entre T et ce qui s'appelle A dans la troisième loi de Kepler. A, je vous rappelle, est le demi-grand axe de mon ellipse. Je vous rappelle que ici j'ai un mouvement circulaire. Donc A, c'est le rayon du cercle, c'est la distance Terre-Soleil pour moi. Donc en fait, l'objectif est de trouver une relation entre T et la distance Terre-Soleil. On a quasiment terminé et on va juste rassembler ça correctement, c'est-à-dire trouver une relation qui est plus jolie. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer la racine, donc je vais mettre tout au carré. Donc je vais avoir GMS sur distance Terre-Soleil qui est égal à tout ça au carré. Donc 4π carré, n'oubliez pas le pi carré, fois la distance Terre-Soleil au carré sur T au carré. Alors, on va essayer de faire ça proprement sur la suite des événements que voilà. Alors, nous avons G fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil qui est égale à 4π carré fois la distance Terre-Soleil au carré sur grand T carré, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On va mettre toutes les distances Terre-Soleil ensemble. Donc, si je multiplie par la distance Terre-Soleil à gauche, je vais avoir un 4π carré fois la distance Terre-Soleil au cube sur T carré. La distance Terre-Soleil, j'ai multiplié de chaque côté, donc il y a un cube qui apparaît ici. Je vous rappelle que la troisième loi de Kepler que je veux me démontrer est T carré sur la distance Terre-Soleil au cube égale quelque chose. Donc c'est ce que je l'ai quasiment ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux écrire que GMS sur 4π au carré, j'ai divisé par 4π au carré de chaque côté, c'est la distance Terre-Soleil au cube sur T carré. Si j'inverse les fractions, je peux donc montrer que T carré sur la distance Terre-Soleil au cube, c'est 4π carré sur G fois la masse du Soleil.
qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer la troisième loi Kepler qui me dit que t carré sur le rayon de ma trajectoire au cube est égal à une constante. Cette constante, c'est 4pi carré sur gms. Alors, en physique, on dit que ça, c'est une constante. Alors, pourquoi je mets entre guillemets? Je vais dire qu'il dépend de l'astre attracteur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire la chose suivante. Si je prends une autre planète du système solaire, par exemple Mars. Mars tourne autour du Soleil. Je pourrais écrire tout à fait la même chose. J'arriverai à t carré sur la distance Mars-Soleil, excusez-moi. Ce serait 4pi carré gms. On voit donc que pour toutes les planètes du système solaire, la constante, ce sera 4pi carré gms. Mais imaginez, si je vais voir ça, et si je m'intéresse par exemple à une planète hors du système solaire, une planète quelconque qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Êtes-vous d'accord que finalement je vais faire exactement la même démonstration, sauf que j'arriverai à 4pi carré g fois la masse de l'autre étoile. Donc, parce que dans ce cas-là, qui serait l'astre attracteur? Ce serait l'autre étoile. Donc c'est pour ça que je dis que cette constante dépend de l'astre attracteur. Alors, j'ai terminé ici la démonstration de la troisième loi de Kepler. Cette démonstration est bien entendu, à savoir, refaire. Alors j'aimerais juste préciser quelque chose. Là, je l'ai étudié en disant que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. On pourrait faire exactement la même démonstration d'un satellite qui tournerait autour de la Terre. L'astre attracteur serait dans ce cas-là la Terre. Voilà, j'ai terminé pour cette démonstration.